Bonjour. Merci d'être avec nous. Témoignage exceptionnel ce matin sur RMC et BFM TV. Vous venez porter votre parole. C'est la première fois que vous parlez devant les caméras. Enda Ayari, c'est vous qui avez la première porté plainte contre Tariq Ramadan, le très médiatique, charismatique, penseur, prédicateur musulman, qui a d'ailleurs, je le précise, été plusieurs fois reçu à votre place au micro de Jean-Jacques Bourdin. Une enquête a été ouverte au parquet de Paris. Vous portez plainte, je cite, pour viol, agression sexuelle, harcèlement, intimidation. Tariq Ramadan récuse les faits, il a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Alors depuis que vous avez porté plainte, les langues se délient, on va en parler puisque d'autres femmes, une autre femme pour l'instant, en tout cas a porté plainte, d'autres témoignent. Enda Ayari, vous venez témoigner haut et fort ce matin. Ma première question, elle est très simple, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai été victime d'une grave agression sexuelle, d'un viol, dans une chambre d'hôtel en 2012 par cette personne que j'ai citée le 20 octobre. Vous avez du mal à prononcer son nom ? Oui, j'ai un peu de mal à prononcer son nom parce que j'ai été vraiment traumatisée par cette personne et j'ai reçu des menaces. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile de parler de cette histoire. On va parler de la raison pour laquelle vous témoignez et vous portez plainte aujourd'hui, mais je voudrais qu'on sache ce qui s'est passé concrètement. Vous dites agression sexuelle, viol dans une chambre d'hôtel. Comment vous avez rencontré Tariq Ramadan ? Alors comment j'ai rencontré Tariq Ramadan ? Tout d'abord, j'étais en contact avec lui sur ma page Facebook. Je l'ai contacté parce que j'avais des questions à lui poser au niveau religieux. J'étais dans une période très difficile puisque en fait j'étais séparée de mes enfants. J'ai divorcé donc en 2007 et pour divers problèmes, des problèmes de santé, des problèmes financiers, j'ai été séparée pendant 2 ans de mes enfants et donc mon ex-mari m'interdisait de les voir, m'interdisait de parler à mes enfants. Donc de 2009 à 2011, je suis tombée en dépression. Donc j'ai été voir une assistante sociale qui m'a dit qu'il fallait trouver un grand appartement pour pouvoir récupérer mes enfants, trouver un travail. Et pour trouver un travail, il fallait retirer mon voile. Parce que jusqu'alors, vous étiez intégralement voilée, hein ? Voilà, parce que j'ai porté le voile depuis l'âge de 20 ans. Et donc le fait de devoir retirer le voile pour trouver du boulot, pour pouvoir retrouver la garde de mes enfants, ça a été pour moi très difficile, très compliqué, beaucoup de culpabilisation. Et donc j'étais perdue, je souffrais de la séparation avec mes enfants. Et donc j'ai contacté Tariq Ramadan pour lui poser des questions justement par rapport à ma situation et du fait que j'avais retiré le voile et que je ne faisais plus mes prières à l'heure. Et qu'est-ce qui dérape ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, Tariq Ramadan répondait à mes questions. Donc, c'est lui en personne qui m'a répondu sur Facebook. Et ensuite, du jour au lendemain, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé mes enfants en 2011 et donc j'ai posté une photo de moi sans le voile sur ma page Facebook, donc une photo de profil où je ne portais pas le voile, j'étais les cheveux libres et j'étais maquillée comme aujourd'hui. Et là, je reçois subitement un message de Tariq Ramadan qui me dit salam alaikum, donc bonjour, et puis qui me dit c'est pas bien ce que vous faites. Alors je lui dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il me dit cette photo. Donc je lui dis mais comment ça ? Alors là j'étais vraiment paniquée parce que je comprenais pas ce qu'il me reprochait. Il me dit cette photo suscite. Et il faut préciser à ce moment-là et on le sent que vous aviez de l'admiration pour Tariq Ramadan. Vous attendiez beaucoup de lui. Tout à fait. J'attendais parce que pour moi c'était quelqu'un qui était vu comme un grand savant, comme une personne. Alors moi avant j'étais salafiste et le fait justement d'avoir retiré mon voile, je me suis dit je vais pouvoir être une femme musulmane tout en étant en travaillant, tout en étant modérée. Et pour moi Tariq Ramadan c'était l'image de l'islam modéré en France. On pouvait concilier islam et vie à la française. Et donc c'est pour ça que j'avais besoin d'être en contact avec lui justement pour être rassurée. Et à ce moment-là, il vous dit ça n'est pas bien. Exactement, à ce moment-là, donc il me dit, la première chose qu'il me dit, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien ce que vous faites. Alors je lui dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Il me dit cette photo en fait suscite vous suscitez le désir des hommes en fait. J'attire les hommes et donc il m'a parlé de mon maquillage. Il m'a dit vous êtes maquillée sur cette photo, c'est pas bien. Déjà vous ne portez pas le voile, mais en plus vous rajoutez du maquillage. Alors là j'étais très mal à l'aise. Et donc par Facebook, qu'est-ce qui suscite la rencontre à proprement parler? En fait, ce qui s'est passé, donc moi, il m'a mis très mal à l'aise quand il m'a fait ce reproche. Et ensuite,
je lui dis mais voilà, je suis désolée, je ne pensais pas faire quelque chose de mal en mettant cette photo. Et puis ensuite, la conversation est devenue plus intime, c'est-à-dire que le savant, l'homme que je voyais comme un savant, était devenu un homme, et un homme qui s'intéressait à moi parce qu'il me posait des questions. Il me dit alors comment va votre vie, racontez-moi. Donc il s'intéresse à moi, donc moi je lui réponds. J'étais quand même. Vous dites que Tariq Ramadan s'intéresse à moi. Complètement. Moi j'étais vraiment très touchée, très troublée d'ailleurs. Et puis à un moment je dis mais vous n'êtes pas Tariq Ramadan, parce que je me suis dit c'est pas possible. Tariq Ramadan ne peut pas perdre son temps à discuter avec moi, à s'intéresser à moi. Donc je dis vous n'êtes pas Tariq Ramadan. Je suis certaine que vous êtes quelqu'un que vous vous faites passer pour Tariq Ramadan. Et il me dit non, c'est bien moi. Et il me dit, je vais vous le prouver, si vous voulez, en webcam. C'est lui qui me propose de discuter via Skype. Et donc là, je lui donne mon identifiant, il m'ajoute sur Skype. Et à ce moment-là, il met sa webcam et je vois Tariq Ramadan en face de moi. Alors moi, je ne mets pas ma webcam parce que je me trouvais pas à l'aise. Donc il ne me voyait pas, mais moi, je le voyais en personne. Et encore à ce moment-là, j'ai cru que c'était un sosie. Donc je lui ai dit, mais c'est pas possible, vous êtes un sosie. Et là, il s'est fâché. Et il m'a dit, écoutez, si c'est ça, si vous me prenez pour un menteur, on arrête la discussion, on ne se contacte plus. Et là, j'ai dit, non, je vous crois. Donc, je vous crois. On voit même dans votre regard, Enda Yari, que à ce moment-là, vous avez presque eu un peu peur, quoi. Oui, parce qu'à ce moment-là, il s'intéressait à moi et je voulais pas perdre ce contact. Et quand il m'a menacé donc d'arrêter là, je dis non, je vous crois. Je vous fais. Il me dit voilà, faites-moi confiance, c'est bien moi. Je dis oui, je vous fais confiance. À ce moment-là, il me demande mon numéro de téléphone. Donc il m'a dit je vous ferai un appel demain et puis on en reparlera. Et donc il m'appelle le lendemain et à ce moment-là il me propose, il m'envoie des SMS, il m'appelle pendant plusieurs jours et puis il me propose une rencontre. Alors moi je suis ravie parce que je lui dis j'ai un tas de questions sur la religion à vous poser. Et la date est prise pour un rendez-vous. Voilà, exactement. Ça se passe quand et où? Alors en fait c'était donc il me disait qu'il était de passage à Paris. Et donc il m'a dit on peut se voir après une conférence. Je vais donner une conférence à Paris, on pourra se voir pour justement discuter. Alors moi je me dis bon bah c'est vraiment formidable. Donc je me prépare donc pour ce rendez-vous. Et donc j'en parle à quelques amis très proches et pour moi c'était un rendez-vous extrêmement important parce que je voulais vraiment lui poser des questions sur la religion. Et puis je pensais aussi, je me suis dit mais il s'intéresse à moi, peut-être qu'on pourra devenir est-ce que vous espériez proche? Ça s'est transformé en cauchemar. Exactement. Alors ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi j'imaginais, alors je m'étais vraiment j'idéalisais beaucoup Tariq Ramadan et je me suis imaginé qu'on allait manger dans un restaurant ou prendre un verre et discuter. Et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à Paris, donc j'ai été reçue chez une amie au préalable et ensuite j'ai laissé mes affaires chez cette amie et donc Tariq Ramadan m'appelle, donc je me dis prends un taxi. Et rejoins-moi donc à telle adresse. Il me donne l'adresse de l'hôtel et ensuite il me dit tu vas me rejoindre directement dans la chambre. Il me donne le numéro de la chambre. Il me dit parce que ce sera beaucoup plus confortable de discuter tranquillement car il y a trop de gens dans le hall de l'hôtel. À ce moment-là, vous vous méfiez pas? Pas du tout. Pas du tout, aucune méfiance. Moi, pour moi, c'était comme un grand frère, comme un homme. Voilà, c'était un homme religieux, un homme. Voilà, j'y allais en toute confiance, quoi. Vous poussez la porte. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où je pousse la porte, il ouvre la porte. Donc là, je le vois, il est très grand. Je le vois en face de moi. Il me dit de rentrer. Et il avait une assiette de pâtisserie orientale à la main. Il m'en propose. Donc moi, je lui dis non. Donc ensuite, il va se laver les mains. Il revient et à ce moment-là, en fait, il m'embrasse directement. Donc quelques secondes après, il m'embrasse mais très fort directement. Là, je reconnais que je me suis laissé faire. Par contre, ce qui s'est passé quelques secondes après, ça a été le pire, on va dire. J'ai jamais vécu ça. Ça a été mais l'horreur. Il s'est littéralement jeté sur moi comme une bête sauvage. J'ai pas eu le temps de respirer. Je me suis retrouvée sous lui. Tout de suite, j'ai dit non, ça va trop vite. Non, s'il te plaît, arrête. Et puis plus je disais non et plus il s'est mis en colère et en fait il m'a frappé très violemment, il m'a giflé très fort, ensuite il m'a étranglé, donc pendant plusieurs secondes j'avais le souffle coupé, j'ai vraiment cru mourir, vraiment. Et là il m'a violée et j'étais certaine que ce soir-là, si je continuais à le repousser, il me tuerait. Donc il a fait ce qu'il avait à faire et donc le lendemain matin, il est parti avant moi en me disant de partir discrètement et je suis partie. Vous avez eu peur de mourir? Oui.
Et après, pourquoi vous n'avez rien dit sur le moment? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très honteuse. Vraiment, je m'en voulais. C'est-à-dire que ma réaction, tout de suite, ça n'était même pas de lui en vouloir à lui. C'était à moi que j'en voulais. Vraiment. Je me suis dit, mais moi qui me croyais intelligente, moi qui me croyais capable de me protéger, je n'ai pas su me protéger ce soir-là. Et donc, lui m'avait dit, c'est ce que tu voulais, hein, c'est ce que tu voulais, tu es venu pour ça. Il m'a insulté et il m'a dit, mais c'est ce que méritent les femmes comme toi. C'est ce que tu mérites, puisque tu as cherché. En gros, il me faisait comprendre, il me l'a redit plusieurs fois, que le fait que je retire le voile, que je ne porte pas le voile, eh ben, ça voulait dire que je méritais ce qu'il m'avait fait subir. C'est moi qui avais provoqué son désir, et c'était de ma faute. Et à ce moment-là, il m'a aussi reproché de ne pas être expérimenté sexuellement. Il m'a dit que c'était moi la responsable, que je l'avais mis en colère, parce que j'étais qu'une petite fille. Donc je me suis sentie nulle, j'étais incapable de satisfaire un homme, que c'était moi la fautive, que j'avais ce que je méritais, j'avais honte, je ne voulais absolument pas que quelqu'un le sache. Ce sont des mots d'ailleurs, également ceux de la seconde personne, la seconde femme qui a porté plainte et qui raconte le même mode opératoire que vous et une violence inouïe. Vous avez eu peur ensuite de le dénoncer ? Complètement, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été sous emprise. C'est-à-dire que c'est un peu comme une emprise sectaire. C'était comme un gourou, en fait. Il est dans mon mental. Il me manipule, et donc moi, j'étais très faible. C'était une période de grande fragilité. Donc, je me sentais incapable d'aller le dénoncer, et puis rapidement, de toute façon, quand je lui ai dit, à un moment donné, j'allais le dénoncer, il m'a menacé très fort. Il m'a menacé, mais il m'a carrément menacé de mort. Il a menacé mes enfants, parce que c'est vrai qu'à un moment, je me suis rebellée contre lui, donc je l'ai insulté, je lui ai dit que j'allais le dénoncer, et je lui ai dit que j'avais eu écho, que d'autres femmes avaient vécu ce que j'avais vécu, et que j'allais retrouver ces autres femmes, et qu'on allait faire ensemble quelque chose contre lui. Et c'est à ce moment-là, il m'a dit, Enda, je sais tout de toi, et je ne suis pas seule, on sait où tu habites, on sait ce que tu as fait dans ton passé, et on sait exactement ce que tu fais chaque jour qui passe. Je te conseille, il m'a dit, je te conseille de fermer ta bouche et de garder ça pour toi, parce que tu ne voudrais pas qu'il arrive malheur à tes enfants, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Vous vous êtes tu pendant longtemps. C'est ça. Quand il a parlé de mes enfants, alors là, c'était vraiment mon point faible. Mon point faible, c'est mes enfants, et donc j'ai décidé de me taire à cause de ça, de cette menace surtout. Est-ce que vous avez peur encore aujourd'hui, Enda Ayari? Alors, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, il a fallu 5 ans déjà pour en parler, et puis la campagne contre le harcèlement qui m'a donner la force de donner son nom. C'est qui vous a déterminé à parler aujourd'hui, Enda Ayari, et à porter plainte enfin? Tout à fait. En fait, quand j'ai vu ces actrices de cinéma qui portaient plainte contre le producteur, qui pourtant était quelqu'un de puissant, quand je voyais dans les réseaux sociaux, à la télé, toutes ces femmes qui disent qu'il faut dénoncer son agresseur, je me suis posée devant mon ordinateur un matin sur ma page Facebook, et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai subi une agression sexuelle, et moi aussi j'ai envie de donner le nom de mon agresseur. Et donc j'ai pas réfléchi aux conséquences sur le coup, parce que j'avais ce besoin, moi aussi, de libérer ma parole. Et le fait de libérer ma parole en donnant son nom, ça a été comme une libération. C'est vraiment une parole libératrice. Je me suis sentie soulagée, et quelques heures après, j'ai reçu des centaines de messages, malheureusement des messages de menaces, et là j'ai eu vraiment très très peur, vraiment. Il y a des menaces que Tariq Ramadan a exprimées à votre endroit, et puis vous le disiez, il y a aujourd'hui un déchaînement de violence contre vous, d'abord de la part de Tariq Ramadan, qui dénonce, je le cite, une campagne de calomnie qui fédère mes ennemis de toujours. Son bras droit, qui s'appelle Yamin Makri, avec qui il a fondé l'Institut islamique de formation de l'éthique, parle d'un complot sioniste international. Qu'est-ce que vous répondez ? Ce que je réponds, c'est que c'est logique que lui se défende et qu'il nie tout ce qui s'est passé. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Je sais que je ne suis pas la seule. Et d'ailleurs, je me sens soulagée quand j'ai entendu qu'il y avait une personne qui a eu le courage de déposer plainte après moi. Ça m'a un peu soulagée, parce que je me suis dit,
enfin, et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que je sais qu'elles sont très nombreuses, et le fait de dire que je suis manipulée par des sionistes, que je fais ça pour vendre mon livre, pour faire le buzz. Alors tout ça c'est faux, c'est absolument faux. Moi je suis musulmane. On m'a même dit que que j'avais apostasié, que j'attaquais l'islam et les musulmans en attaquant Tariq Ramadan. Mais vous avez conscience que l'accusation que vous portez est extrêmement grave et surtout sur quelqu'un effectivement qui incarne aux yeux de beaucoup l'islam de France. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que beaucoup de femmes n'osent pas parler parce qu'elles ont aussi cette honte. On a cette honte, on culpabilise, on a peur des réactions et la preuve, moi je reçois des centaines de messages d'insultes, de menaces. Je comprends. Il y en a certaines les pauvres, les femmes sur les réseaux sociaux. Vous l'aviez cherché en passant du statut de salafiste au statut de danseuse du ventre qui veut qu'on parle d'elle. Petite question en tant que musulmane salafiste à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez seule avec cet homme? Vous n'étiez pas mariée que je sache. Tout ça, c'est des commentaires effectivement postés sur Facebook. Hein. Oui, donc c'est des jugements, c'est des atteintes à ma personne. Et aujourd'hui, moi, j'ai décidé d'être plus forte que ça parce que j'ai beaucoup de soutien, des personnes qui m'encouragent et que aujourd'hui, je dis que c'est pas parce qu'on est une femme musulmane qui ne porte pas le voile qu'on n'est pas digne de respect. Moi, je suis une femme musulmane, j'ai décidé de retirer mon voile parce que pour des raisons personnelles. Et aujourd'hui, j'estime que toute femme musulmane a le droit d'être respectée, même si elle ne porte pas le voile, parce que j'ai l'impression que pour Tariq Ramadan, soit on est voilé, soit on est violé. Donc non, on peut être une femme respectable qui ne porte pas le voile, on peut être une musulmane laïque, c'est ce que je suis aujourd'hui et je défends l'islam, l'islam de la tolérance, l'islam qui défend les droits des femmes, parce que heureusement il y a des hommes musulmans qui respectent la femme. Et cet homme n'est pas du tout un exemple. Tariq Ramadan, lui, il dit justement que c'est un combat politique, puisque sa façon de se défendre, il dit, c'est une campagne de calomnie qui fédère mes ennemis de toujours. Il veut en faire un combat politique. Si vous, aujourd'hui, vous étiez resté salafiste, est-ce que vous auriez quand même dénoncé ce viol ? Alors, si j'étais restée salafiste, je ne pense pas que je serais allée voir Tariq Ramadan, puisque à l'époque où j'étais salafiste, mon ex-mari m'interdisait de lire des livres de Tariq Ramadan, donc il me considérait comme quelqu'un qui n'était pas du chez tout. Vous, hein, vous le racontez voilà. Dans votre livre, J'ai choisi d'être libre. Vous racontez toutes ces années où marié, vous ne sortiez plus de chez vous. Hein. Voilà. Ce que je voulais, en allant voir Tariq Ramadan, c'est justement devenir une femme musulmane modérée. Voilà, parce que j'étais à l'époque, on va dire, dans une branche un peu extrémiste, et donc moi je voulais allier ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie de femme active, tout en étant une bonne musulmane, et je culpabilisais beaucoup. Donc du coup, le fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, ça m'a encore ouvert les yeux sur l'hypocrisie de certains hommes qui se servent de l'islam pour manipuler, pour avoir pour utiliser les femmes comme des objets sexuels. Il n'y a aucun respect pour les femmes. C'est extrêmement grave. Et moi, j'ai vu une haine dans son regard. J'ai senti qu'il avait une haine contre les femmes. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que surtout les femmes qui ne portent pas le voile, pour lui, elles méritent ce châtiment. Est-ce que vous avez parlé avec les autres femmes, cette femme qui a porté plainte, qui a raconté des faits à peu près similaires, le même mode opératoire, Tariq Ramadan qui donne rendez-vous dans un grand hôtel après ses interventions, après ses conférences, et puis qui viole d'une manière abominablement violente. Est-ce que vous avez parlé avec ces autres femmes? Alors, je n'ai pas parlé avec ces autres femmes, en tout cas celles qui récemment ont dénoncé les agissements de cette personne. Par contre, moins 7 ont témoigné dans les médias, 2 ont porté plainte, dont vous bien sûr. Je suis pas surprise, mais en 2012, effectivement, j'ai pris l'initiative de contacter une personne qui m'a mis en contact avec 2 victimes. Donc j'ai parlé avec ces victimes au téléphone et elles m'ont dit qu'elles avaient très peur. Elles m'ont dit qu'effectivement il leur avait fait subir des choses très graves, mais que malheureusement elles avaient extrêmement peur parce qu'ils menacent. Les menaces sont sérieuses. Il y a aussi la honte parce qu'il y en a une qui avait refait sa vie et qui ne voulait pas savoir que son compagnon sache ce qui s'était passé. Vous savez, il s'en prend souvent à des femmes fragiles, des femmes qui sont dans des périodes difficiles, des femmes maghrébines, parce que il y a le poids de la famille, de la honte. On est programmé souvent traditionnellement pour être au service de l'homme, pour être soumise, pour être. Donc c'est vrai qu'une femme dans le monde musulman qui ose dénoncer un viol,
viol, c'est une honte, c'est un sujet tabou. On peut entendre des histoires de viol, d'agressions sexuelles en Occident, des femmes qui vont dénoncer des producteurs, des politiques, mais dans le monde musulman, c'est un vrai sujet tabou. Et moi, j'ai décidé de parler. Alors, c'est très compliqué, c'est très difficile. Je dis pas que c'est facile. On sent dans votre voix, moi je le vois dans votre regard, cette émotion. Enda Ayari, Tariq Ramadan, qui est évidemment invité, qu'il vienne répondre, qu'il vienne s'exprimer. Il est présumé innocent, mais je le rappelle, une enquête a été ouverte après votre plainte. Un dernier mot, Enda Ayari, comment vous allez maintenant? Est-ce que vous vous sentez mieux? Alors, je me sens mieux parce que j'ai eu beaucoup de soutien, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont encouragée, qui m'ont dit que j'avais raison de faire cette démarche. Et aujourd'hui aussi, ce qui me donne de la force, c'est, je pense à toutes ces femmes qui m'ont contactée. J'ai beaucoup de femmes victimes qui m'ont contactée, qui m'ont envoyé des messages en m'encourageant et qui me disent qu'elles voudraient faire la même chose. Alors je leur dis, moi je suis passée par là, j'ai fondé une association en 2012 et cette association s'appelle Libératrice. Et aujourd'hui, plus que jamais, je réalise à quel point la parole peut être libératrice. Elles vous ont entendu et j'espère vraiment qu'on va m'aider pour cette association parce que j'ai vraiment besoin de soutien pour aider d'autres femmes. C'est vraiment important. Elle vous a entendu ce matin sur RMC et BFM TV. Merci beaucoup Enda Ayari d'avoir été avec nous, d'avoir témoigné. 8h57 sur BFM TV et RMC. Merci.